Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition Les Titres. On démarre ce journal par l'annonce du séjour au Qatar du président de la République Patrice Talon. Il s'agit d'une visite de travail marquée par une participation de haut niveau au Qatar Economic Forum 2025. Des détails dans cette édition. Le Cataclé 27e Trésor Royal a été officiellement restitué au Bénin cette semaine. Retour au cours de ce rendez-vous d'information sur la cérémonie de restitution tenue au Palais de la Marina. Ce week-end ont eu lieu les rencontres de la 31e journée de la Ligue professionnelle de football 2024-2025. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue, on démarre cette édition par une page noire. Le monde médiatique béninois est à nouveau frappé par la mort avec la disparition de Peggy Ludovic Dagba, figure du groupe Diaspora FM Eden TV. Il a été hospitalisé depuis plusieurs semaines au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou où il luttait contre la maladie avant de s'éteindre. La triste nouvelle de son décès a été annoncée au matin de ce dimanche 18 mai 2025. Connu pour son professionnalisme, Peggy Ludovic Dagba avait également été journaliste du groupe de presse La Gazette du Golfe où il a laissé le souvenir d'un homme, d'un journaliste passionné. Les condoléances de ESAE TV à ses familles biologiques et professionnelles ainsi qu'à ceux qui l'ont connu. On parle à présent du séjour du président Patrice Talon, annoncé normalement démarrer ce dimanche qui se tient dans le cadre du renforcement de coopération entre le Bénin et le Qatar. Le président est donc attendu à Doha normalement ce dimanche pour une visite de travail marquée par une participation de haut niveau au Qatar Economic Forum 2025. Ce forum qui réunit les dirigeants économiques mondiaux constitue une vitrine idéale pour présenter les atouts économiques du Bénin et attirer des investissements étrangers. Selon la présidence de la République, le président Patrice Talon sera reçu en audience par l'émir du Qatar, son Altesse tchèque Tamim bin Hamad Al Thani, et rencontrera le premier ministre qatari. La signature de plusieurs accords de coopération, des rencontres avec des hommes d'affaires qataris, ainsi qu'une visite du Qatar National Museum figure aussi dans son agenda. Selon le média de la place, le séjour du président Patrice Talon prend fin le 21 mai prochain. Le forum bilan régional Afrique sur les 20 ans du sommet mondial sur la société de l'information s'est ouvert 14 mai dernier à Cotonou au Bénin et c'est un rendez-vous de toute l'Afrique co-organisé par l'Assemblée nationale qui prépare le forum de haut niveau de juillet prochain prévu pour se tenir à Genève en Suisse. Les travaux ont été ouverts par Louis Gbéounou-Vlavonou, président du Parlement béninois. En voici un extrait. Du système des Nations Unies au Bénin. Jour J pour le bilan régional Afrique du sommet mondial sur la société de l'information 20 ans après. Dès ce 14 mai 2025 et pendant 3 jours, décideurs, chercheurs, acteurs et consommateurs du numérique, société civile,
Tout un monde rassemblé ici au Palais des Congrès à Cotonou se penche sur les succès, défis et perspectives de la mise en œuvre du sommet mondial sur la société de l'information en Afrique. L'Assemblée nationale du Bénin a préparé aux côtés de la Commission économique pour l'Afrique, CEA, ce rendez-vous décisif qui aboutira à l'élaboration d'une position commune qu'adoptera toute l'Afrique au Forum de Genève en juillet 2025. À l'avant-garde des enjeux du numérique, le Parlement béninois a d'ailleurs dédié tout un réseau à la thématique. Le réseau des parlementaires béninois pour le numérique et l'identification des personnes que j'ai l'honneur de coordonner sous le leadership éclairé du président de l'Assemblée nationale a, entre autres, pour mission de contribuer à la mise en œuvre des politiques nationales et internationales relatives aux technologies de l'information et de la communication. Aussi, vise-t-il à promouvoir une législation agile et adaptée au développement des technologies de l'information et des outils numériques. La présente activité revêt un caractère particulier pour l'Assemblée nationale du Bénin, en ce sens qu'elle vise à définir la position commune de l'Afrique pour une inclusion numérique et la réduction de la fracture numérique en vue du développement de nos États africains. À l'heure du bilan, ce sont les chiffres qui parlent au nom de l'Afrique en termes du numérique. En 2000, on avait sur le continent 91 millions d'abonnés cellulaires mobiles. En 2010, on est passé de 91 à 380 millions. Et en 2024, on est à 1,180 milliard. Les progrès ont été énormes. Ça veut dire qu'on a dépassé les 100% en matière de téléphonie mobile. Vous allez me poser la question, pourquoi plus de 100%? Parce qu'on a plusieurs opérateurs et beaucoup de personnes ont des 2 ou 3 SIM cartes. Mais globalement, 80%, environ 80% des Africains ont accès à la téléphonie mobile. L'Internet aussi, on a fait des progrès, bien qu'on n'est pas très avancé. On est à 39%, on est passé de 2,6% en 2005 à 39% en 2024. Autre point aussi que nous pouvons souligner, c'est l'innovation avec le développement des réseaux 5G. Actuellement, sur le continent, on a 21 millions d'abonnés sur cette nouvelle génération de réseaux mobiles. D'autres aussi très importants, l'Afrique est le leader au niveau des paiements mobiles, le leader mondial au niveau des paiements mobiles, avec 63,5% des transactions au niveau du continent. Dans la sous-région ouest-africaine, la mise en valeur du numérique au service des populations n'est pas du reste. La CEDEAO a pleinement conscience des enjeux du numérique et de la digitalisation. En adoptant des stratégies ambitieuses pour accompagner cette transformation, la CEDEAO a adopté une stratégie de commerce électronique visant à dynamiser les échanges en ligne et à favoriser une économie numérique compétitive. Nous le vivons tous les jours. Aujourd'hui, il n'est pas besoin de se déplacer à Cotonou pour avoir accès à certaines marchandises. Il y a bien sûr notre stratégie régionale de cybersécurité et de lutte contre la criminalité pour renforcer la sécurité numérique et protéger les acteurs du digital contre les menaces en ligne. Il y a bien sûr, et c'est la dernière initiative de la CEDEAO qui a été adoptée en 2024, c'est la stratégie de développement du secteur du numérique qui encadre l'innovation et le développement des infrastructures technologiques. Dans cette sous-région, le Bénin fait son bonhomme de chemin pour en devenir la Silicon Valley. Notre pays a placé le numérique au centre du développement économique et social. Depuis bientôt une décennie, notre pays a engagé une transformation ambitieuse, portée par une vision claire, faire du Bénin une plateforme numérique de services pour l'Afrique de l'Ouest. Cette vision s'est traduite par des investissements massifs dans des infrastructures,
plus de 3000 km de fibres optiques déployées, nous poursuivons la densification du réseau et la couverture des zones blanches, un data center certifié Tier 3, des plateformes numériques résilientes pour les services publics et les transactions électroniques. Elle s'est aussi concentrée sur la modernisation de notre cadre réglementaire avec l'adoption du Code du numérique. Un Code du numérique que l'Assemblée nationale pourrait être fière d'avoir fait du Bénin l'un des premiers États africains à en avoir. Ouvrant les travaux de ce sommet, le président Louis Gbagbo-Novlavonou insiste entre autres sur le rôle des parlements à cette ère du numérique. En tant que législateur, notre mission est déterminante. Nous avons la délicate responsabilité de doter nos gouvernants de cadres juridiques favorisant l'essor du numérique tout en veillant à une gouvernance transparente et démocratique. Le numérique que nous promouvons doit refléter nos identités, respecter nos cultures et placer l'humain au centre de ses priorités. C'est d'ailleurs pour cette raison que je voudrais faire mienne cette réflexion de Vera Stongwe, ancienne secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, je cite, « La transformation numérique en Afrique doit être inclusive, sinon elle ne sera pas durable. » Ces mots nous rappellent l'urgence de réduire les fractures numériques pour que chaque citoyen, où qu'il soit, puisse bénéficier des opportunités offertes par le numérique. Entre de bonnes mains, les avancées qu'offre le numérique sont un atout pour l'humanité. Mais lorsqu'elles sont mises au profit du mal, elles deviennent une menace. Rester en alerte devient un devoir, un défi que le sommet mondial sur la société de l'information doit contribuer à relever, soutient le président de l'Assemblée nationale du Bénin. L'Internet, s'il en est un outil d'émancipation et de développement, peut aussi devenir un champ d'ombre si nous ne renforcions pas ensemble nos mécanismes de prévention et de riposte. C'est pourquoi je suis convaincu que le sommet mondial sur la société de l'information doit se saisir avec force de cette problématique sécuritaire. Le SMC peut et doit devenir un instrument de veille, de coordination et de coopération entre États pour élaborer des stratégies numériques robustes face aux menaces asymétriques qui gangrènent nos sociétés. Les défis à relever ne sont pas des moindres. Ce forum, pour jeter les bases de leur résolution, se déroule en présentiel comme en virtuel. Une des avancées du numérique, n'est-ce pas? Nommé fin janvier 2025 par le président de la République, grand maître des ordres nationaux du Bénin pour être élevé au grade de chevalier de l'ordre national, Serge Novillon, responsable des relations médias radio à la direction de la communication de la présidence de la République du Bénin, a reçu sa distinction. La cérémonie a eu lieu le jeudi 15 mai dernier à Cotonou. Plus de précisions dans cet élément. Cette vocation, je la dois en grande partie à mon regretté père, Augustin Ahoya Novillon. L'émotion était à son comble à cette cérémonie de reconnaissance de mérite. Pour les nombreux services rendus à la nation, Serge Novillon fait chevalier de l'ordre national du Bénin.
Cette distinction honorifique récompense un homme de valeur dont le dévouement et les réalisations forcent l'admiration. Cher Serge, tu es un modèle d'engagement et de réussite. Ton travail acharné, ton intégrité et ta contribution au rayonnement de notre nation sont une source d'inspiration pour la jeune génération. Serge Novillon, c'est la quête de l'excellence et aussi la soif de vivre sa passion jusqu'au bout. Il a un grand sens d'adaptation qui lui a permis de gravir des échelons de la vie. C'est le lieu pour Édouard Loko, Grand Croix de l'Ordre national du Bénin et parrain du récipiendaire, de retracer son parcours académique et professionnel. Un parcours élogieux qui justifie la distinction honorifique qui lui est décernée. Serge Novillon a su se distinguer dans le domaine de la communication par son talent et son professionnalisme. Cette reconnaissance va bien au-delà d'un accomplissement personnel. Elle incarne un parcours, des inspirations fondatrices et des sacrifices que je suis fier de partager avec vous. Cette distinction ne marque pas une fin, mais un appel fort à continuer à me dépasser. Je prends l'engagement solennel d'en être digne et de porter plus haut les idéaux de l'ordre national du Bénin. Cette décoration témoigne de la reconnaissance de la nation et un encouragement afin que le récipiendaire puisse poursuivre son action au service du Bénin avec abnégation. Le processus de reconnaissance administrative du parti politique Le Libéral a connu plusieurs étapes avant l'obtention d'un récépissé provisoire. Dans une déclaration officielle, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique a retracé le parcours du dossier et a révélé des faits de corruption impliquant des agents de son département. Plus de précisions à travers cet élément signé Canal 3 Bénin. Les membres fondateurs, mandataires du parti politique Le Libéral, en abrégé LLB, ont transmis par la lettre sans numéro en date du 2 août 2024 au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique la déclaration administrative de constitution de leur parti politique. Ce dossier a été enregistré au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 5544 en date du 2 août 2024. Conformément aux dispositions de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, tel que modifié et complété par la loi numéro 2019-41 du 15 novembre 2019, ce dossier a été étudié. Au terme de l'étude du dit dossier, il a été notifié à nouveau le 19 février 2025 aux responsables du parti politique Le Libéral un récapitulatif des insuffisances relevées sur une page et annexé à la lettre numéro 215 en date du même jour. Enfin, par la lettre numéro 009 du 14 avril 2025 enregistrée à la même date au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 2104, les membres fondateurs mandataires du parti politique Le Libéral ont transmis la version corrigée de la déclaration administrative de constitution de leur parti politique à l'issue de l'Assemblée générale constitutive tenue à Abomey-Calavi le samedi 5 avril 2025. Ce dernier dossier, ne souffrant d'aucune insuffisance, il a été délivré le 28 avril 2025 aux responsables du dit parti politique, le récépissé provisoire en date du 25 avril 2025. Dans le but d'un enregistrement définitif au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les responsables du dit parti politique ont envoyé par lettre numéro 021 du 7 mai 2025, enregistré à la même date au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 2843, 2 exemplaires du journal officiel de publication du récépissé provisoire de déclaration administrative de constitution de parti politique Le Libéral.
Sur la même affaire, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Mario Metonou, a donné un point de presse. C'était dans l'après-midi du 16 mai dernier au siège de l'institution à Cotonou. Des propos recueillis par ESAE TV. Le 13 mai 2025, le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a été saisi de faits présumés de corruption impliquant des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Dans le cadre de l'enquête ouverte, plusieurs agents publics ont été interpellés, notamment le directeur des partis politiques et des affaires électorales, ainsi qu'un cadre de la direction des affaires intérieures et des cultes. Le sieur Richard Boni Ouro a été arrêté dans la soirée du 15 mai 2025. À ce stade des investigations, les éléments recueillis laissent apparaître que dans le processus administratif de reconnaissance du parti politique dénommé le Libéral, des sommes d'argent auraient été convenues et versées à des fonctionnaires en contrepartie de leur intervention pour l'aboutissement du dossier. Selon les déclarations du directeur des partis politiques et des affaires électorales, une somme de 12 millions de francs CFA aurait été proposée pour l'obtention du récépissé de reconnaissance officielle du parti du sieur Ouro Richard Boni. Il affirme toutefois n'avoir effectivement perçu que 5 millions de francs CFA. Une perquisition effectuée à son domicile a permis la saisie de cette somme qu'il présente comme celle reçue du sieur Ouro. Ce dernier, pour sa part, déclare avoir remis au total 7 millions de francs CFA. Il déclare avoir remis cette somme au directeur, et ceci en 3 tranches. Un premier versement d'1 million de francs CFA avant la tenue du congrès du parti le 5 avril 2025, suivi de 2 paiements successifs de 3 millions de francs CFA, chacun effectué les 26 et 28 avril 2025. Les faits ainsi établis s'analysent en corruption d'agents publics, infraction prévue et punie par les articles 335, 336 et suivants du Code pénal. Le législateur béninois, particulièrement sévère sur cette infraction, punit aussi bien celui qui fait les dons que celui qui les agrée aux fins d'accomplir un acte entrant dans le cadre de ses fonctions, mais non sujet à rémunération. Les peines prévues par l'autre loi sont la réclusion criminelle de 5 ans 10 ans, sans préjudice des peines pécuniaires et des confiscations. C'est le lieu de rappeler à tous que les demandes répétées d'un agent public ne constituent pas un fait justificatif de l'infraction de corruption à l'égard de celui qui fait les dons. Céder aux sollicitations d'un agent public et lui faire des dons vous rend coupable de corruption, au même titre que lui. Les enquêtes se poursuivent pour situer toutes les responsabilités dans ce dossier. Le parquet spécial près la Criette réaffirme sa détermination à poursuivre sans relâche le fléau de la corruption dans notre pays et encourage tous nos citoyens à dénoncer ces faits lorsqu'ils en sont des victimes ou des témoins. Je vous remercie. C'est bon ou on reprend? À la suite des propos du procureur spécial près la Criette, nous vous invitons à présent à suivre un extrait des propos du haut-commissaire à la prévention de la corruption. Il s'agit d'un extrait issu du point de presse du haut-commissaire donné le vendredi dernier au siège de l'institution. Des propos recueillis par ESAE TV. Le haut-commissariat à la prévention de la corruption, HCPC, a pris connaissance avec une vive préoccupation des révélations rendues publiques ce jeudi 15 mai 2025 par le ministre de l'Intérieur relatives à des faits de corruption présumés impliquant 2 agents de son département ministériel. Dans le cadre du processus de reconnaissance du parti politique
le libéral, porté par M. Richard Boni Ouourou. Selon les déclarations officielles, des agents en service à la direction des affaires intérieures et des cultes, ainsi qu'à la direction des partis politiques et des affaires électorales, auraient sollicité et perçu d'importantes sommes d'argent en contrepartie de la facilitation du traitement du dossier du parti. Le principal responsable de la formation politique en création aurait accepté cette proposition et effectué les versements incriminés. Ces faits, s'ils sont avérés, constituent une violation grave des principes d'intégrité, de neutralité et de probité qui doivent guider toute action publique, en particulier dans un domaine aussi sensible que l'organisation de la vie politique et partisane. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, en tant qu'institution investie de la mission de veiller à l'intégrité dans la gestion publique, notamment, et de promouvoir une culture de redevabilité et de transparence, tient à rappeler ce qui suit. 1. La corruption n'est jamais un simple dysfonctionnement administratif. C'est une atteinte directe à l'intérêt général, à l'égalité des citoyens devant l'administration et à la crédibilité des institutions républicaines. 2. La création et la reconnaissance des partis politiques sont des droits garantis par la Constitution. Leur encadrement administratif ne doit en aucun cas devenir un terrain d'échange illicite ou d'exploitation de position. Le HCPC salue la réaction rapide du ministère de l'Intérieur, notamment la suspension des agents mis en cause et l'ouverture de procédures judiciaires. Cette promptitude constitue un signal fort en termes d'exemplarité. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption invite les autorités judiciaires à instruire ce dossier avec toute la rigueur qu'exige la gravité des faits, dans le respect des droits de toutes les parties, y compris la présomption d'innocence. Il engage enfin tous les acteurs de la vie publique à renforcer leurs mécanismes de prévention et de contrôle interne afin de réduire les zones de vulnérabilité et de restaurer la confiance des citoyens dans l'impartialité de l'administration. Conformément à sa mission, le Haut Commissariat poursuivra ses actions de sensibilisation, de veille et de conseil auprès des institutions et des citoyens afin que les principes d'intégrité, d'équité et de conformité demeurent les piliers de la gouvernance publique dans notre pays. La lutte contre la corruption ne peut être sélective ni circonstancielle. Elle est une exigence permanente de justice et de cohésion républicaine. On parle toujours du haut-commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Migan, qui a été reçu en audience au cabinet de la ministre du Numérique, de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou. Et il s'agit d'une visite de courtoisie du haut-commissaire qui s'est tenue le jeudi dernier. Plus de précisions à travers cet extrait, signé SAE TV. Nous avions beaucoup félicité tout le travail qui a été fait par le ministère du Numérique et de la Digitalisation, tout le travail qui a été fait, je dirais, par le gouvernement du président Patrice Talon dans le domaine du numérique.
dans le domaine de la digitalisation. Vous aviez appris, et vous le savez comme moi, que le Bénin occupe aujourd'hui sur le plan international, à travers la notation de Transparency International, mon pays occupe la 7e place sur le plan continental, 69e sur le plan international en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Mais ce travail qui a été fait, c'est un travail mené par une volonté, la volonté d'un gouvernement, la volonté d'un homme, et que nous accompagnons, nous, au niveau du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Et nous voudrions que tout le travail qui se fait au niveau de la digitalisation aille encore plus loin. Nous avions demandé à Madame la ministre, en ce qui concerne la déclaration de patrimoine, que l'on dématérialise ce secteur-là, cette démarche-là, puisque, comme vous le savez, la loi 2020-09 du 23 avril 2020 qui a créé le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a demandé que des déclarations de patrimoine se fassent par ceux qui occupent des responsabilités dans ce pays, à commencer par le chef de l'État, les membres du gouvernement. 1 mois après la nomination, vous devez faire votre déclaration. Mais nous aurions souhaité que la déclaration se fasse en ligne pour éviter des problèmes de tricherie éventuelle, de modification éventuelle des demandes qui seraient déposées entre les mains de la Cour, de la présidente de la Cour des comptes. Nous voudrions que tout se fasse en ligne, que tout soit dématérialisé. 6 nouveaux magistrats à raison de 5 conseillers et un avocat général ont été officiellement installés lundi 12 mai dernier dans leurs nouvelles fonctions à la Cour suprême. Avant leur installation, ils ont d'abord chacun prêté serment, un serment prévu à cet effet. Retour sur les faits avec la SRTB. Les 5 nouveaux conseillers de la Cour suprême nommés par décret le 16 avril 2025 prêtent serment à l'occasion de cette audience solennelle. Romain Kofi, Mohamedou Sonsare, Amaté Christian Atayi, Komlan Christian Adiakas et Désiré Padel Dato entrent ainsi en fonction au sein de la haute juridiction en matière administrative et judiciaire après leur réussite à la 2e édition du test d'aptitude aux fonctions de magistrat de la Cour suprême. Votre prestation de serment n'est en aucun cas le fruit d'un quelconque hasard, encore moins d'une hypothétique chance qui vous aurait souri les jours du test d'évaluation d'aptitude. Cette audience est la consécration et le couronnement de vos talents, de vos compétences acquises et développées tout au long de vos parcours professionnels respectifs. La Cour s'honore désormais de disposer davantage dans ses rangs de magistrats d'élite, talentueux, compétents et prêts à se former désormais à la technique de cassation aux côtés de leurs aînés. La Cour leur a donné acte de leur serment au cours de cette audience, suivie d'une autre, celle consacrée à la prestation de serment de Olusegun Romaric Abdel Salim Tidjani Serpos, nommé avocat général au parquet général près la Cour suprême. Je le jure. La cérémonie de restitution du Cataclès, considérée comme le 27e trésor royal, après les 26 trésors royaux restitués par la France, a eu lieu mardi dernier au palais de la Marina à Cotonou. Le point à travers cet élément. C'est un événement majeur qui vient enrichir le patrimoine culturel du Bénin. Le Cataclès, art emblématique, est considéré comme le 27e trésor royal, après ceux restitués par la France en 2021, est officiellement de retour sur le sol béninois. Cette pièce rare, témoin de l'histoire et du raffinement de la cour royale d'Abomey, a été accueillie ce mardi à Cotonou par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et son homologue des Affaires étrangères en présence
de plusieurs autres membres du gouvernement. C'est de la profondeur et de la richesse des traditions ancestrales qui ont donné un sens et une vie au Kataklé. C'est de tout cela que nous devons nous rendre compte ce jour face à l'œuvre. À travers la signature de l'accord de restitution, nous voudrions affirmer la solidité de notre engagement commun à encourager le retour, la circulation et l'accès au patrimoine culturel des peuples. Le fruit d'une coopération diplomatique et culturelle entre la République du Bénin et la Finlande. Ce moment est un moment symbolique pour la relation entre la Finlande et le Bénin. La culture ouvre des portes, établit des liens, crée des ponts. Et aujourd'hui, à partir de ce pont bâti autour de notre histoire commune, nous allons essayer de construire plus dans la relation avec la Finlande. L'importance de reconnaître l'histoire, même dans ces zones d'ombre, et de construire des ponts culturels durables entre les peuples. La restitution du Kataklé témoigne de la coopération excellente qui existe entre les deux pays. Le Kataklé est arrivé en Finlande à travers un système d'échange de collections avec la France, et c'était en 1939. L'histoire du Kataklé pendant des décennies était inconnue, et c'est grâce à des recherches que nous avons finalement pu confirmer que le Kataklé avait été pris à Abomey lors de la campagne militaire française. Le Kataklé, dont l'origine remonte au XIXe siècle, est un objet de prestige qui servait à la fois d'ornement royal et de marque de pouvoir. Son retour suscite de l'émotion et renforce la volonté du Bénin de faire du patrimoine culturel un pilier de son identité et de son développement touristique. Toujours au sujet du Kataklé, le président béninois Patrice Talon y voit un pas de fierté et de dignité, a entre autres fait savoir le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola. On le suit à travers cet élément pour plus de précision. Chacune des pièces, arrachée à son contexte d'origine, porte une voix, une fonction, une histoire. Elle témoigne de la profondeur des institutions politiques traditionnelles, de l'ingéniosité, des savoir-faire artistiques et de la grandeur d'une civilisation ancrée dans la spiritualité, l'esthétique et la pluralité. Vous comprenez quelle est ma joie aujourd'hui de prendre la parole pour saluer le retour de notre Kataklé, un des trésors royaux du Bénin, ici, sur notre sol. Cette restitution incarne bien plus qu'un geste symbolique. Elle nous engage, elle nous élève, elle nous oblige. Grâce à un travail patient de traçabilité adossé aux mécanismes de coopération internationale entre institutions muséales et à la contribution des fils et filles de notre pays et sa diaspora, le Kataklé a été localisé au Musée national de Finlande. Nous exprimons ici notre profonde gratitude au gouvernement finlandais, aux différents gouvernements, parce qu'il y en a eu plusieurs depuis, pour leur coopération qui a permis le retour de cette pièce d'une portée symbolique majeure. Modeste par son apparence, mais d'une signification lourde et très profonde. Ce Kataklé, utilisé lors des rituels princiers de la cour, incarne à la fois l'élégance, la sobriété, la modernité des expressions artistiques et surtout l'humilité du pouvoir. Il s'apprête à retrouver sa place légitime auprès des 26 autres œuvres déjà restituées sur la terre qui les a vues naître. Mesdames et messieurs, l'importance de cette œuvre ne réside pas uniquement dans sa valeur historique ou artistique, mais aussi dans la manière dont elle vient réintégrer notre récit national, enrichir notre mémoire vivante et raviver notre héritage commun. Vous l'aurez constaté, la dynamique de réappropriation, de sauvegarde et de révélation du patrimoine culturel impulsée par le gouvernement s'appuie entre autres sur une démarche d'enrichissement des collections nationales d'intérêt pour le programme muséal et patrimonial
en cours de déploiement depuis 2016 et sa transmission aux générations actuelles et futures. Le chantier de la restitution des biens culturels est aussi celui de la circulation des collections, de la recherche de provenance et de transfert de compétences. Enfin, cette restitution nous rappelle que l'héritage culturel n'est vivant que s'il est partagé, transmis, interprété à la lumière des enjeux contemporains. Le retour du Cataclé marque ainsi le début d'une collaboration fructueuse entre les conservateurs, les médiateurs culturels, les restaurateurs, les historiens de l'art de nos deux pays. C'est à cette condition que nous pourrons affirmer notre souveraineté culturelle, nourrir un dialogue fécond avec le monde et ancrer le Bénin d'aujourd'hui et de demain dans la vérité, la fierté et la continuité de son histoire. Vive la coopération culturelle, vive la Finlande et vive le Bénin. Merci, madame. Merci beaucoup. L'autorité de régulation des marchés publics a convié les acteurs de la chaîne des dépenses publiques à l'atelier national de validation du rapport d'audit technique indépendant des marchés publics au titre de l'année 2022. C'est dans la commune de Semekboudi que les travaux ont démarré le 15 mai dernier. Plus de précisions à travers cet élément de la SRTB. L'une des missions de l'autorité de régulation des marchés publics est d'assurer le contrôle périodique de la passation et de l'exécution de la commande publique. Une fois encore, cette tradition a été respectée. Les cabinets commis à cette fin ont livré les rapports des audits des marchés publics passés par des autorités contractantes échantillonnées au titre de l'année budgétaire 2022. L'objectif donc c'est d'évaluer le système de passation des marchés publics tel que pratiqué par les acteurs au titre de l'année 2022. Et l'autorité de régulation des marchés publics s'inspire d'une part des observations du cabinet, mais d'un autre côté de se pencher sur les insuffisances liées au test pour prendre des mesures en vue de la relecture de la loi si les lacunes ont leur source dans la réglementation. Je voudrais saluer ici le travail intense de toutes les parties prenantes. C'est avec une grande satisfaction que la Banque mondiale appuie aujourd'hui le gouvernement béninois dans le développement du système national de passation des marchés publics. Cette évaluation annuelle du système de passation des marchés publics est aussi l'occasion aux structures contractantes de confronter leurs points de vue dans un souci d'équité et de transparence. Lorsqu'on parle de marché public, ce que ça évoque au niveau donc des uns et des autres, c'est le jardin de l'enrichissement facile. Nous avons dit au Bénin, et vous l'avez confirmé de par, n'est-ce pas, vos actions, de par votre tenue, qu'en réalité au Bénin, la gestion des marchés publics quitte le jardin de la corruption. C'est vrai aussi que nous ne sommes pas très habitués à la reddition de comptes. Nous ne sommes pas très habitués à la transparence. Mais depuis le gouvernement du président Patrice Talon, depuis 2016 au moins, montre par l'exemple la nécessité d'aller à la transparence, la nécessité d'éviter l'opacité dans la gestion des choses publiques. Sous la houlette de l'ARMP, les deux cabinets d'audit et la cinquantaine de structures contractantes vont passer en revue la conformité des marchés passés avant l'étape de validation et de sanction, le cas échéant. La ministre béninoise de l'Industrie et du Commerce, Shadia Alimatou Assouma, a dévoilé le 9 mai les nouveaux prix de recharge des bouteilles de gaz domestiques au Bénin. La bouteille de 1,5 kg sera cédée à 1 000 francs. Celle de 3 kg sera vendue à 2 000 francs. La ministre a indiqué que la bouteille de 6 kg est précédemment cédée à 4 700 a connu une réduction de prix. Elle sera désormais vendue à 4 500 francs. Mais le prix de bouteille de 12,5 kg reste inchangé. Elle a indiqué que la mesure ne concerne que les populations des petites bourses. Une décision qui fait parler des citoyens. Quelques-uns se sont prononcés au micro de ZAE-TV. De 4 800 est venu à 4 500. Bon, c'est bon. 300 francs de différence, c'est quelque chose. C'est quelque chose, c'est bon. Si ça peut continuer comme ça, si on peut sensibiliser les vendeurs, les distributeurs, et ils vont respecter le prix, ça serait bon. Parce qu'avant, les gens vendaient à 4 800, il y a d'autres qui font ça à 5 000,
Et c'est ça partout. Ce n'est pas encore le prix qu'il faut aux Béninois par rapport au coût de vie. C'est un plus, c'est un plus. Là, désormais, si tu as Oris et tu as trouvé Bénin Petro, tu peux prendre la bouteille d'Oris et on va te servir Bénin Petro. C'est un plus, c'est bon. Je suis d'accord, c'est peut-être un petit pas, mais ce n'est pas l'essentiel. Ma proposition, c'est de baisser carrément et d'uniformiser les bouteilles comme ils sont en train de le faire. De baisser à 50% les prix d'aujourd'hui. On souhaiterait que ça va venir jusqu'à 3 000 comme ça, comme avant. Parce qu'avant, on nous vendait ça à 3 500 et c'était bien. Aujourd'hui, à 4 000, 4 500, il y a encore à faire. Ils n'ont qu'à encore diminuer. Le président de l'association La Voix des consommateurs, Robin Krambessi, a salué cette démarche des autorités béninoises et lance un appel aux fournisseurs et distributeurs. J'avoue que les populations ont beaucoup souffert et continuent de souffrir de l'accès au gaz domestique, de par le coût qui est prohibitif, de l'accès aux bouteilles de gaz, puisque vous êtes contraint parfois d'avoir plusieurs bouteilles, et nous savons combien de dizaines de mille il faut pour cautionner une bouteille. Vous comprenez que pour les ménages fragiles ou pour le ménage moyen, il n'y a qu'une seule possibilité, détenir une seule bouteille. Donc, lorsque avec cette seule bouteille, vous constatez que le fournisseur de cette marque ne dispose pas de gaz, ça veut dire que vous non plus, vous ne saurez cuisiner avec ce gaz-là, puisque vous ne pourrez pas l'acheter. Et c'est tant mieux qu'après autant de souffrances, finalement, le gouvernement décide de prendre à cœur cette sollicitation que nous faisions depuis, d'harmoniser les bouteilles de gaz. Nous l'avions crié à corps et à cri, et je salue cette décision du gouvernement qui viendra soulager un peu les consommateurs, puisque désormais, avec la même bouteille, on pourrait aller chez n'importe quel fournisseur, auprès de n'importe quelle marque, afin de disposer du gaz domestique lorsque on en vient à manquer auprès d'une société. Les prix semblent vouloir connaître des réductions d'environ 200 francs. Il faut témoigner de gratitude, même si c'est 1 franc qu'on vous donne, mais c'est largement en deçà des besoins et des attentes des consommateurs. Nous aimerions que le gouvernement soit plus sensible à la douleur et aux souffrances actuelles des populations. C'est réel. La souffrance ne fait que s'accroître de jour en jour. L'équilibre financier du consommateur est rompu et le panier de la ménagère totalement érodé. Donc, nous souhaitons que le gouvernement prenne davantage en compte ces préoccupations. Je crois que nous avons suffisamment investi dans les infrastructures. C'est très louable. Et donc, nous estimons que si les coûts baissent pour toutes les denrées, particulièrement le gaz, et de manière substantielle, ça nous rendrait plus service.
Actualité hors de nos frontières à présent. Au Soudan, les paramilitaires en guerre contre l'armée ont bombardé le camp de déplacés d'Abouchouk dans la région du Darfour, dans l'ouest du pays, tuant au moins 14 personnes après avoir touché le marché et d'autres parties à l'intérieur du camp, y compris les mosquées et des habitations proches des infrastructures publiques, a précisé la cellule d'urgence dans un communiqué. Plus de précision vous seront fournis sur cette information dans nos prochaines éditions. Autre information, le gouvernement roumain a dénoncé ce dimanche 18 mai une campagne virale de fausses informations sur les réseaux sociaux, notamment Telegram, visant à influencer le processus électoral et portant une nouvelle fois des marques d'une ingérence russe. Cette déclaration a été postée sur X par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères peu après le message du fondateur de Telegram, Pavel Durov, accusant, sans la nommer, la France d'avoir tenté de s'immiscer dans l'élection, ce que Paris a fermement démenti. Actualité sportive dans cette édition, Espoir a affronté ce samedi Dynamique FC au stade Achoukouma de Djougou, match comptant pour la 31e journée de Celtics League Pro. Au terme de cette rencontre, les hommes de Savès sortent victorieux sur le score de 3 buts à 0. Suivez les impressions du coach d'Espoir FC à la fin de cette rencontre. Mes impressions, elle est bonne parce que les joueurs ont fait au moins à 80% de ce que je leur ai demandé et le résultat est là. Bon, ça veut dire qu'il y a un travail qui est en train d'être fait au sein de notre club. C'est de gagner mon match à domicile pour pouvoir m'installer dans les 9 premiers. On passe à présent au récapitulatif des matchs de la 31e journée de la Ligue Pro 2024-2025. On démarre par Aziza FC contre Dragon FC, 1 but à 3. AS Cotonou JSP FC, 2 buts à 0. Tchak FC USS Kraké, 1 but partout. Sitatunga FC contre Ruka FC, 1 but partout. Sobemap FC contre Adidja FC, 2 à 3. Boa FC, Banigonce FC, 0 à 2. Dynamique FC, Espoir Savalou, 0 but à 3. Audio FC, Abeille FC, 1 but à 0. AS Tonnerre contre Loto Popo FC, 0 but contre 1. AS Police contre Asso, 2 buts à 0. Avroncourt Omnisport et Aspac FC, 1 but à 0. AEMA FC, Étoile Filante FC, 2 buts à 0, pardon. Buffle FC, Damissa FC, 1 à 0. Cavalier FC, Dynamo P, 2 buts partout. Dadja FC, Takouné FC, 2 buts à 1. Panthère FC, Dynamo d'Abomey, 1 but à 0. Real Sport contre BK FC, 2 buts à 3. On parle d'autres actualités sportives dans cette édition. Le gouvernement béninois a investi cette semaine dans le sport béninois un montant très important au profit des fédérations, clubs et associations sportives. Les répartitions et stratégies à la clé vous sont exposées dans cet élément signé Eusave TV. Au titre de l'année 2025, l'État béninois maintient son engagement vers le développement du sport avec une enveloppe globale de plus de 4,6 milliards de francs CFA, identique à celle de l'exercice précédent. Mais si le montant total reste inchangé, sa répartition, elle autre, évolue. À l'issue d'une évaluation rigoureuse des clubs et fédérations, un barème de 506 points a été mis en place. Il prend en compte la gestion administrative et financière, l'organisation de compétitions, la stratégie de développement, le sponsoring et les performances sportives. Ainsi, nous avons 21 fédérations sur 35 voient leurs subventions baisser de 15%. 50 associations sportives sur 114 subissent également une baisse de 15%.
20 clubs conservent le même niveau qu'en 2024. 38 associations bénéficient d'une hausse de 20% et ces clubs parmi lesquels Cavalier BBC, Cavalier FC, Lotopopo FC, Asvo FC, Baniganse FC et Takune FC figurent parmi les mieux notés et voient leurs subventions augmenter de 20%. Côté montant, plusieurs chiffres se détachent. Fédération sportive, Fédération de basketball, 120 millions de francs CFA, Fédération de handball, 120 millions de francs CFA également, Fédération d'athlétisme, 100 millions de francs CFA, Fédération de taekwondo, 48 millions de francs CFA, Fédération de roller, 25 millions de francs CFA, Fédération de Scrabble, 25,5 millions de francs CFA, Fédération de lutte, 20 millions de francs CFA, Fédération de badminton, 17 millions de francs CFA, Fédération d'escrime, 17 millions de francs CFA, Fédération d'aviron, 12,75 millions de francs CFA, Club de football Ligue Pro à présent, AS Takune, 78 millions de francs CFA, Baniganse FC, 78 millions de francs CFA également, JSP, 72 millions de francs CFA, Espoir de Savalou, 62,46 millions de francs CFA, Requin FC et Dynamo FC d'Abomey, 51 millions de francs CFA chacun, Étoile filante, US Craqué, Panthère FC, Real Sport, 48 millions de francs CFA chacun. Dragon FC, 39 millions de francs CFA. Dynamique FC, 40 millions de francs CFA. Tonnerre de Boycon, 38 millions de francs CFA. Une dizaine d'autres clubs comme Boa FC, Dynamo de Parakou, Beki FC, Sitatunga FC ou encore Jacques reçoivent chacun 34 millions de francs CFA. Club de basketball Cavalier BBC, 13 millions de francs CFA. US Gema, 8 millions de francs CFA. Club féminin de football D1 à présent, à Unovi, AS Lyonnaise de Bantais, AS UMSA, Asaba Dynamique Elite FC, ASJFA, Gamia FC, Vigueur FC, 17 millions de francs CFA chacun. Léopard Fondation, Amos Laganfin, Naja, Samneli, entre 20 et 24 millions de francs CFA. Club féminin de football D2, nous avons les clubs comme Colombe, AS Cotonou, ASM, Azoud, Jacques, 10 millions de francs CFA chacun. Galassi, Star FC, Tigresse et autres, 12 millions de francs CFA. Et Blackstone, Basson Défi, 8,5 millions de francs CFA. A noter également que le million de francs CFA traditionnellement accordé au centre de formation est désormais réaffecté à la formation certifiante de coachs et responsables de centres dans une logique de professionnalisation du secteur. Enfin, les fédérations et clubs devront désormais justifier l'utilisation des fonds via un rapport détaillé afin de garantir transparence et efficacité dans la gestion des ressources publiques. Une réforme ambitieuse qui lie désormais performance et financement pour hisser le sport béninois vers de nouveaux sommets. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous et agréable semaine.